Je vous propose de commencer. Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui en compétition avec les terrasses, mais il fait pas beau, donc on est content de vous avoir. Je m'appelle Monica De Virgelis, je suis administratrice de deux sociétés cotées et présidente de Chapter Zero France. Donc je serai très brève aujourd'hui. J'ai 3 messages. Un message de logistique, un message autour de Chapter Zero France et un petit autour de la session aujourd'hui, et je laisserai rapidement la place à nos intervenants. Donc, la logistique. Le webinaire sera enregistré et il sera disponible en replay dans quelques jours sur le site de Chapter Zero France, comme les précédents. Les membres de Chapter Zero France vont recevoir une synthèse du webinaire d'aujourd'hui. Deuxième point, ceci n'est pas une masterclass, c'est un dialogue digital. Donc, vous êtes invités à travers le Q&A ou la levée de la main à intervenir pour poser des questions, pour challenger, pour suggérer de nouveaux angles. Donc, surtout, n'hésitez pas, c'est ce qu'on cherche. Donc, les questions vont être soumises à Antoine qui va modérer le dialogue et il va les intégrer dans le flow au fur et à mesure. Troisième point logistique, on vous sera reconnaissant de passer 2 minutes à la fin du webinaire pour répondre à un petit questionnaire de satisfaction et d'orientation. C'est très utile pour nous pour orienter la suite et pour améliorer. Fini avec la logistique. Donc ensuite, Chapter Zero France. C'est une communauté d'administrateurs et experts qui souhaitent s'engager davantage dans les enjeux liés au changement climatique. Donc Chapter Zero France fait partie d'un réseau mondial. Le Canada, le Chili, le Brésil, la Russie, UK, Allemagne, Suisse, Italie et encore d'homologues qui ont la même mission et la même structure, donc un canal spécialisé climat et gouvernance, tous liés par les mêmes principes et la même charte. Donc, à ma connaissance, à notre connaissance, c'est le seul réseau mondial d'administrateurs dans le monde sur un thème. Nous sommes persuadés que savoir, c'est agir. Et donc, savoir, non pas à travers des cours magistraux, mais à travers du partage de l'expérience d'experts comme les invités d'aujourd'hui, avec entre praticiens, donc entre administrateurs. Nous allons, maintenant que les contraintes sanitaires sont en train de s'assouplir, organiser des rencontres entre administrateurs sur des sujets d'intérêt pour les administrateurs. Et donc, ces rencontres, elles sont physiques, pas enregistrées et pas publiques. Donc, Chapter Zero France se veut comme un Think and Act Tank. Donc, Act non pas à la place du management, mais à côté du management. On est à un moment de bascule. Pour citer un de nos 3 qui nous soutiennent, je ne dirai pas lesquels, son expression est « on passe de la communication à descendre dans les tranchées ». Donc, il faut que le board il soit équipé pour être à côté du management, pour soutenir et challenger. On est à un moment d'accélération profonde, on le voit, et pour nous, membres du board, ce qui est fondamental, c'est vraiment de changer le logiciel, changer de paradigme, et donc changer de modèle mental. Juste hier, vous avez vu le rapport de l'AIE qui recommande l'arrêt des investissements sur les énergies fossiles. C'est pas nouveau, mais c'est nouveau que ça vienne de l'AIE. Donc c'est bien pour Chapter Zero France. Maintenant, on passe au 3e point, la session d'aujourd'hui. Alors, la session d'aujourd'hui, c'est sur les risques. Alors, pas les risques au sens de la conformité, du reporting, mais c'est sur les risques au sens de les manager, les analyser, anticiper, tester la résilience de l'entreprise dans des scénarios futurs. Donc, l'analyse de scénarios recommandée par la TCFD, c'est ça l'objet un peu. On essaye de remettre
les bases de la compréhension de la science et de la chaîne de transmission sur l'économie pour que nos administrateurs ne soient suffisamment équipés pour identifier les drivers fondamentaux qui nous font passer du modèle de température à un modèle de business. Nous avons, lors d'un séminaire précédent autour de la TCFD, poser la question à travers un sondage aux participants administrateurs: est-ce que vous vous sentez à l'aise dans la compréhension, à comprendre et à challenger les modèles construits par le management? Et donc nous avons en grande majorité répondu que non, que c'est très difficile de challenger des modèles construits par des autres, et en particulier pas toujours, nous n'avons pas toujours les leviers qui vont bien. Donc la session d'aujourd'hui vise à adresser les bases. Donc certaines, on est tous curieux, on a tous lu, mais on a l'opportunité d'avoir une climatologue et un économiste de renommée internationale qui nous remettent en ordre nos modèles mentaux, et puis on finira par le témoignage d'un business leader qui a été à l'action en étant dans un des secteurs les plus vite touchés par le changement climatique, sur la remise en cause du modèle d'affaires. Donc avec ça, je vous souhaite un bon dialogue digital. N'hésitez pas à nous stimuler avec vos questions, et on passe maintenant à Antoine qui va modérer cette session. Bonjour à tous, merci beaucoup. Merci Monica. On est ravis de vous accueillir. Monica l'a dit, on est en compétition avec les terrasses, donc on est ravis de vous compter parmi nous en live. Comme l'a dit Monica, ce qu'on essaye de faire, alors pardon, je m'appelle Antoine Poincaré, je pilote au sein d'AXA une activité qu'on appelle la Climate School. On essaye d'aider les gens à aller dans les tranchées, comme tu l'as dit Monica, et de former les collaborateurs à la manière dont leur métier change avec la transformation durable. On fait ça avec une équipe de gens très bien, dont Christelle, pour nous apporter une perspective scientifique sur ce qui est en train de changer dans les entreprises. L'idée d'aujourd'hui, c'est donc de vous donner quelques grandes armes pour justement faire ce avec quoi vous n'étiez pas forcément très à l'aise, challenger les scénarios du management, comprendre quelles sont les hypothèses derrière, les hypothèses un peu structurantes, et voir si ce sont les bonnes. Pour cela, on a beaucoup de chance puisqu'on a 3 panélistes avec nous qui vont vous aider à faire le grand écart et réconcilier le changement climatique d'un côté, la stratégie des entreprises de l'autre. Et donc, je prends une minute pour vous les présenter. Christelle Castet, d'abord, bonjour. Vous êtes climatologue chez AXA Climate, doctorante de la Florida State University. Vous allez nous aider à comprendre quelques grands sujets clés, on l'a dit, et comment ça commence déjà à toucher les entreprises aujourd'hui. Bonjour Christelle. Bonjour Antoine, bonjour tout le monde. Ensuite, on va explorer les grands impacts macroéconomiques du changement climatique. Autrement dit, on va essayer de réconcilier des scénarios de projection en degrés et des scénarios de projection en euros. Pour ça, on a invité un économiste du climat, Christian de Pertuis, économiste, professeur à Dauphine, fondateur de la chaire Économie du climat, à Paris-Dauphine aussi. Et vous êtes aussi un auteur prolixe. Vous avez récemment sorti un essai qui s'intitule « Le tic-tac de l'horloge climatique » et vous publiez même des romans, des polars climatiques. Le dernier vient de sortir, il s'appelle « Il voulait refroidir la Terre ». On a tous hâte de le lire. Merci beaucoup Christian d'être avec nous. Bonjour. Et finalement, on terminera avec Antoine Denoy. Bonjour Antoine, CEO d'AXA Climate, une entité du groupe AXA dont la mission est d'accompagner les acteurs engagés dans ces transitions durables. Vous vous appelez d'ailleurs vous-même un assureur climatique engagé. On essaiera de comprendre ce que ça veut dire. Avec vous, on va explorer comment une grande entreprise, une grande boîte comme AXA adapte même sa chaîne de valeur à cette nouvelle donne climatique. Est-ce que ça change? Et puis on essaiera d'en tirer quelques enseignements un petit peu plus larges pour d'autres secteurs. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine et bonne chance pour ta tenue du timing aujourd'hui. Alors allons-y, on va essayer de tenir le timing. Christelle, on va commencer avec vous, essayer de se rappeler quelques fondamentaux scientifiques sur le changement climatique pour vraiment savoir de quoi on parle. Alors évidemment, on va pas pouvoir tout traiter. On va essayer de prendre quelques grands phénomènes, notamment ceux dont on parle un peu dans la presse, et comprendre ce qui se passe. Christelle, pour démarrer, un point tout bête de définition. On parle de réchauffement climatique, on parle de gaz à effet de serre, on parle de concentration dans l'air, on parle des accords de Paris. Il y a beaucoup d'infos. Donc on va commencer avec une première question peut-être un peu naïve, mais quand on parle de réchauffement climatique, on parle de quoi exactement?
Oui, alors Antoine, peut-être vous connaissez sûrement tous le mécanisme de l'effet de serre, mais je peux le rappeler, le Soleil qui est notre principale source d'énergie réchauffe la Terre, qui pour se refroidir, elle va émettre à son tour de l'énergie. Donc les gaz à effet de serre qui sont présents naturellement dans notre atmosphère agissent comme une couverture autour de notre Terre et ils capturent une partie de cette énergie. D'ailleurs, sans les gaz à effet de serre, la température sur Terre serait en moyenne moins 18 degrés. Mais le problème, c'est l'activité humaine qui, notamment lorsqu'on brûle des énergies fossiles, augmente la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et par exemple, la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère a atteint aujourd'hui des seuils qui n'ont pas été atteints au cours du dernier million d'années. On parle aujourd'hui de presque 420 parts per million, c'est le nombre de particules sur le nombre de particules d'air, et donc ça augmente aujourd'hui. Et tout ça a des conséquences sur le réchauffement, bien sûr. Là-dessus, il faut peut-être retenir quand on parle de réchauffement climatique, c'est qu'on regarde par rapport à l'ère pré-industrielle ce réchauffement, donc par rapport à une moyenne 1850-1900. Et donc aujourd'hui, on est à plus 1 degré de réchauffement. L'objectif, c'est bien de limiter le réchauffement entre 1,5 degré et 2 degrés d'ici la fin du siècle. C'est la fameuse formule well below 2 degrees dont vous avez certainement entendu parler. Comment ça se répartit ce 2 degrés? Parce que ça nous paraît donc un écart important par rapport à aujourd'hui, mais c'est 2 degrés en moyenne, ça veut dire que ça se réchauffe à peu près de la même manière la planète ou pas du tout? Oui, alors non. Alors le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, c'est le GIEC, parle souvent de ces moyennes 2 degrés, mais le réchauffement en fait est calculé sur une moyenne de 30 ans par rapport à l'ère pré-industrielle, comme je disais, et sur le globe. Ce qui fait que sur le terrain, localement, il peut y avoir des écarts significatifs. Par exemple, si on regarde en Arctique, le réchauffement est 2 fois plus rapide dans les zones, dans les pôles. C'est une échelle de temps qui est, si on regarde sur des échelles de temps beaucoup plus courtes en Arctique, on peut avoir des réchauffements de plus de 6 degrés qui ont eu lieu pendant les hivers de 2016 et de 2018. Et donc, ce réchauffement global, le problème, c'est qu'il s'accompagne aussi d'autres perturbations comme l'augmentation du niveau de la mer de déjà 20 cm, l'acidification des océans aussi, quand le CO2 se dissout dans les océans, augmente l'acidité, l'augmentation des pluies extrêmes, enfin je peux en citer pas mal. Voilà. Ouais, donc il est important de regarder localement ce qui est en train de changer, parce qu'évidemment 2 degrés, c'est forcément la moyenne. Quand on parle d'événements extrêmes, on parle de quoi? C'est quoi l'impact de cette température sur localement un événement? Oui, on entend souvent parler du réchauffement climatique qui entraîne une augmentation de la fréquence ou de l'intensité de phénomènes extrêmes. En fait, par exemple, si on prend le cas des vagues de chaleur, on sait qu'elles vont devenir plus fréquentes et plus intenses partout dans le monde, parce que si on déplace la moyenne de ces températures, la queue de distribution, les extrêmes mécaniquement vont aussi augmenter et on peut atteindre des records de température tous les étés, c'est souvent le cas. Par exemple, 43 degrés qui ont eu à Paris il y a 2 ans. Il y a aussi d'autres phénomènes extrêmes qui augmentent. Par exemple, lorsque l'atmosphère devient plus chaude, elle peut contenir plus de vapeur d'eau et donc précipiter davantage. Il y a une intensification sur beaucoup de régions dans le monde des pluies extrêmes. Si on regarde aussi des phénomènes comme les ouragans, c'est des phénomènes qui sont beaucoup plus localisés et c'est plus difficilement capturé par les modèles de climat, donc le consensus est moins clair, mais on note cependant que ces phénomènes s'intensifient, les vents deviennent plus forts. Donc, voilà. À propos de phénomènes qui s'intensifient, il y avait dans la presse cette semaine des nouvelles inquiétantes sur le Groenland qui s'assombrit. Vous pouvez nous expliquer un peu? Oui, c'est vrai. Alors, il faut distinguer ce qu'on savait déjà de ce qu'on a appris. Ce qu'on savait déjà, c'est l'effet d'albédo qu'on connaît et qui est assez simple à comprendre. Je vais le rappeler, c'est plus une surface est claire, plus elle peut refléter de la lumière et plus elle est sombre et plus elle en absorbe. Et si vous prenez par exemple l'été, quand vous portez un t-shirt blanc, vous aurez un peu moins chaud que lorsque vous portez un t-shirt noir. Et donc le problème là globalement avec le Groenland, c'est qu'il s'assombrit et c'est une mauvaise nouvelle parce qu'il va absorber plus de chaleur qui va contribuer à son réchauffement. Et ce que les chercheurs de l'université de Dartmouth ont découvert cette semaine, c'est qu'on n'était pas certain de la cause de cet assombrissement. Et les résultats montrent qu'en fait, ce sont les tempêtes de neige
qui sont moins fréquentes et qui ont un impact sur cette couleur du Groenland. Et la neige devient moins blanche et donc elle va réfléchir moins de lumière et donc la surface va se réchauffer. Ce qui est intéressant et problématique avec l'albédo, c'est surtout la notion de boucle de rétroaction ou feedback dont on entend parler parfois. Allons-y, si c'est intéressant et problématique, c'est quoi une boucle de rétroaction ou une boucle de feedback? Oui, alors si je continue sur l'exemple des pôles, il y a différents phénomènes comme les tempêtes de neige, mais aussi la fonte des glaces et évidemment le dépôt de particules de pollution qui font que les pôles sont de plus en plus sombres et ça va favoriser le réchauffement comme on l'a dit. Et donc à son tour, ce réchauffement fait que la glace fond, les pôles sont plus sombres, ce qui favorise encore le réchauffement. Vous voyez qu'il y a une boucle, un phénomène qui va s'auto-entretenir, qu'on appelle des boucles de rétroaction positives parce que les deux phénomènes vont dans le même sens. Plus il y a de chaleur, moins il y a de glace, plus il y a de chaleur. Et c'est important de comprendre ces phénomènes de boucle de rétroaction parce qu'ils créent des effets soit d'inertie, soit d'emballement qui font qu'il n'y a pas une lecture linéaire du climat possible. Voilà. Si on descend un peu plus près de là où nos invités ont probablement des actifs dans leurs entreprises et qu'on revient plus près de l'équateur, il y a un autre phénomène qu'on regarde beaucoup, c'est la montée des eaux. On parle de 20 cm, on parle d'1 mètre. Il y a beaucoup de choses à 20 cm des côtes ou à 1 mètre des côtes aujourd'hui. Ça veut dire quoi aujourd'hui? Ça veut dire qu'on a des villes qui sont menacées de disparaître? Oui, vous avez peut-être d'ailleurs en tête encore des images de New York qui étaient envahies par les eaux lors de l'ouragan Sandy en 2012, par exemple, ou en France lors de tempêtes comme Xynthia. En fait, les modèles climatiques nous indiquent que l'augmentation du niveau de la mer pourrait dépasser les 1 mètre en moyenne d'ici la fin du siècle. Mais à nouveau, la moyenne ne nous dit pas grand-chose, mais on peut regarder les choses localement aujourd'hui. C'est ce qui est plus intéressant. On sait que l'augmentation du niveau de la mer à elle seule pose vraiment de vrais problèmes aujourd'hui sur les zones côtières, comme par exemple sur le sud de la Floride ou d'autres localités de la côte est des États-Unis, qui, lors de fortes marées, se trouvent en partie sous l'eau dès aujourd'hui. Et il y a aussi des régions, des petits États insulaires qui pourraient disparaître d'ici la fin du siècle. On en entend beaucoup parler. Il y a aussi des régions où la subsidence est forte. C'est la terre qui s'affaisse lorsque on prélève trop d'eau souterraine. Et Jakarta, la capitale d'Indonésie, d'ailleurs, est une bonne illustration de ce phénomène. Elle doit déménager dans les terres un peu plus loin de la côte parce qu'elle s'affaisse à un rythme de 1 à 15 cm par an, localement. Mais il y a aussi d'autres conséquences de l'augmentation du niveau de la mer qui sont grandement amplifiées par l'occurrence des ouragans, des tempêtes près des côtes. Et le GIEC nous indique que des niveaux d'inondation côtière qui avaient lieu tous les 100 ans, par exemple, pourraient devenir un risque pour beaucoup de régions, un risque annuel d'ici 2050. Merci beaucoup Christelle. Si les événements centenaires deviennent des événements annuels, effectivement, on voit que ça commence à avoir des impacts aujourd'hui. Si Jakarta déménage, ça va commencer à bouger dès aujourd'hui. Donc, c'est plutôt un problème pour aujourd'hui que pour 2050. Peut-être une dernière question qui va nous faire la transition avec Christian. Votre boulot, c'est de regarder les impacts climatiques sur les entreprises, de déjà réconcilier un peu le monde météorologique, le monde climatique et l'économie. Et je crois qu'il y avait un rapport dont vous vouliez nous dire 2 mots qui vient de sortir. Oui, alors c'est effectivement pour comprendre déjà comment est-ce que les climats évoluent, on va se baser sur des scénarios socio-économiques qui représentent des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, mais aussi une compréhension du développement socio-économique, des stratégies d'atténuation qui sont correspondants. Et si on fait rien, on sait que le réchauffement notre Terre pourrait se réchauffer de plus de 5 degrés d'ici la fin du siècle, comme on disait, mais donc ça a des conséquences locales à plus court terme. Et le dernier rapport dont vous parlez peut-être, c'est celui de Suisse Re qui indique que la production économique mondiale pourrait reculer de 11 à 14% au cours des 30 prochaines années. Donc il y a des vraies conséquences qui sont des risques physiques et de transition sur l'économie. Et donc au total, ces phénomènes qui coûteraient pas moins de 23 000 milliards de dollars à l'économie mondiale d'ici 2050. Et c'est pour ça qu'il faut, on s'est engagé d'ailleurs en 2015 à réduire ces gaz à effet de serre, ces émissions pour limiter le réchauffement en dessous des 2 degrés avec les accords de Paris. Merci beaucoup Christelle. 23 000 milliards, c'est typiquement ce genre de nombre dont on a du mal à réaliser ce qu'ils veulent dire. Et pour ça, on se tourne vers un économiste.
Christian, c'est à vous. Comment on fait dans les grandes boîtes pour mesurer ce genre d'impact macroéco? Comment on fait pour pas laisser 23 000 milliards sur la table? Oui, bonjour. Écoutez, moi, je ne travaille pas dans une grande boîte, je suis à l'université. Et je suis bien administrateur, mais je suis administrateur de 2 ONG, si vous voulez. C'est pas tout à fait la même problématique. Moi, je vais d'abord commencer peut-être par un tout petit parallèle entre la crise sanitaire et la crise climatique, parce que je crois que la pandémie va accélérer la transition numérique, mais aussi la transition climatique. Alors, lorsqu'on compare la circulation du virus et puis la circulation du CO2 qu'on envoie dans l'atmosphère, on s'aperçoit que le CO2 et le coronavirus ont vraiment des points communs. Le premier point commun, c'est que si on veut lutter contre la circulation du coronavirus, il faut aligner tous les comportements. Si on veut lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, il faut aligner les comportements, car ce qui compte, c'est Christelle l'a rappelé, c'est le stock global de gaz à effet de serre qui est au-dessus de notre tête. Et c'est très différent d'une pollution locale. Puis le deuxième point commun, c'est que si on veut agir contre le changement climatique et si on veut agir contre la pandémie, il faut écouter la science. Des gens comme Christelle pour le climat, et plutôt des spécialistes des virus lorsqu'il s'agit de la maladie. Ça ne veut pas dire que la science va prendre la place du décideur, du décideur politique ou du décideur économique. Mais ça veut dire que si on n'est pas capable d'avoir les bons créneaux de transmission depuis la science vers la responsabilité économique ou la responsabilité politique, on ne pourra pas lancer l'action. Donc ça, c'est vraiment les 2 rapprochements qu'il faut que quelque part le virus et le CO2 sont comme des jumeaux. Mais je vois 2 grandes différences. Premièrement, c'est lorsqu'on écoute la science, on voit bien que dans la lutte contre le virus, la science produit des vaccins. Et donc, produit des armes directement utilisables contre l'action du virus. Face au CO2, pas de vaccin. Car l'agent pathogène, c'est nous. Et donc, ce qu'il s'agit de modifier, c'est pas la circulation d'un virus qui nous est extérieur et qui entre dans notre environnement. On ne sait pas très bien du reste comment ce qui est arrivé. Mais c'est de lutter contre nos comportements, nos modes de production, nos modes d'organisation. Le corrélat de cette différence, c'est que la temporalité de la gestion du risque est très différente. Entre le moment où M. Castex annonce à la télévision qu'il met telle mesure de confinement supplémentaire et le moment où on commence à voir les effets de sa mesure, il faut compter 2 à 3 semaines. Pour le réchauffement climatique, compter 2 à 3 décennies. Ça veut dire que entre le moment où on va commencer à réduire massivement les émissions de gaz à effet de serre et le moment où on verra les effets sur le climat, il va s'écouler 2 à 3 décennies. Et je crois que cette temporalité est extrêmement importante pour comprendre les implications et les modes d'action face à ce risque climatique. Je vois 3 conséquences. La première conséquence, c'est que quelles que soient les actions que nous allons mener sur les émissions de gaz à effet de serre durant les prochaines décennies, le climat à l'horizon 2050, il est déjà largement déterminé par le stock qui est déjà au-dessus de nos têtes et par l'inertie de ce stock. Agir sur un stock, c'est toujours beaucoup plus compliqué que d'agir sur un flux. Les ordres de grandeur qui nous sont donnés par le GIEC sont connus. Si on veut limiter le réchauffement climatique dans la zone des 1,5 degrés, il faut viser la neutralité climatique. Je reviendrai sur ce thème de neutralité climatique à l'horizon 2050, 2 degrés 2070, et le temps est compté, puisque le budget carbone qui nous reste à brûler est extrêmement fort. Donc la première conséquence, c'est que face au risque climatique, que nous soyons, moi je suis plutôt administrateur d'ONG, que nous soyons une ONG, que nous soyons une université, que nous soyons une grande entreprise, il faut commencer par anticiper et agir sur la résilience face aux impacts du réchauffement climatique qui de toute façon vont se durcir jusqu'à 2050.
quel que soit le scénario dans lequel. Et ensuite, évidemment, il faut accroître et réfléchir à sa résilience après 2050. Et là, on voit que suivant les scénarios d'émission. Donc ça, je crois que c'est le premier point, s'adapter, anticiper les impacts par une action sur la résilience. Et évidemment, l'action à conduire est très différente suivant le secteur d'activité, suivant la localisation de vos activités. Je ne fais pas de dessin. Et naturellement, si vous êtes un assureur, vous avez une responsabilité particulière et des systèmes d'information que n'ont pas d'autres entreprises. Deuxième point, pour viser la neutralité carbone, pourquoi est-ce que ce concept de neutralité climatique, souvent on parle de neutralité carbone, il faut mieux parler de neutralité climatique, qui est l'objectif fixé à l'article 4 de l'accord de Paris. Pourquoi est-ce que cet objectif est important? Parce que au niveau global, la neutralité climatique, ça signifie que on va arrêter l'accroissement du stock, et c'est bien le stock de gaz à effet de serre qui produit le réchauffement. Donc la neutralité climatique est vraiment l'horizon que doivent poursuivre tous les décideurs, qu'ils soient décideurs publics ou des décideurs privés. Pour viser cette neutralité climatique, il y a deux jambes. La première jambe, c'est la réduction massive des flux annuels qui rentrent dans le stock. Puisque le flux annuel d'émissions, ce sont les entrées dans le stock de gaz à effet de serre. Et là, le levier majeur, fondamental, c'est la transition énergétique, puisque un peu plus de 70% des émissions mondiales de gaz à effet de serre sont originaires de trois produits, le charbon, le pétrole et le gaz, qui représentent un peu plus de 80% des sources d'énergie utilisées dans le monde aujourd'hui. Cette transition énergétique, il nous faut conduire à bâton rompu extrêmement rapidement, beaucoup plus rapidement que s'il n'y avait pas cette crise climatique. Elle implique massivement d'investir dans de nouvelles sources d'énergie, d'investir dans l'efficacité énergétique, mais elle exige également de désinvestir des énergies fossiles et de tous les objets industriels, grands ou petits, votre chaudière dans votre pavillon ou l'usine qui fabrique des moteurs thermiques, le plus rapidement possible. Donc c'est une véritable transformation qu'il s'agit de conduire, qui va avoir des impacts dans tous les secteurs d'activité, très différents évidemment, suivant que vous êtes une compagnie pétrolière, une société d'assurance ou un fabricant de barres de chocolat. Mais dans tous les cas, cette question de l'utilisation de l'énergie est fondamentale et on voit bien que les contraintes qui vont tomber sur les acteurs économiques vont être de plus en plus fortes. Et donc, naturellement, si j'étais administrateur d'une société industrielle, ce que je ne suis pas, mais je fais ça dans d'autres cadres, eh bien, je me préoccuperais fondamentalement de le système de métriques qu'on a pour mesurer les impacts énergétiques directs et indirects de mes activités et comment est-ce qu'on peut les réduire, et j'anticiperai les règlements. Le troisième levier, très important. Oui. Allez-y. Je vous attends une seconde. Neutralité carbone, vous en avez parlé. C'est des choses qu'on reproche parfois un peu aux entreprises en ce moment. Beaucoup communiquent sur on veut être neutre en carbone à l'horizon 2030-2050. C'est une excellente question, une excellente remarque. Alors, la neutralité carbone dont je vous ai parlé, c'est la neutralité carbone globale. À ne pas confondre avec la compensation carbone au plan microéconomique que je peux avoir à bon compte si par exemple je prends l'avion toutes les semaines, ce qui n'est pas mon cas, en ce moment c'est un peu compliqué de prendre l'avion toutes les semaines. Bon, et puis si je compense mon voyage en achetant des crédits carbone. Donc mais je vais y venir plus dans la troisième jambe du reste. Mais le gros risque, si vous voulez, la tromperie possible, ça serait de dire je compense au lieu de réduire mes émissions. Donc c'est un peu ça qui est dans le focus des ONG, qui sont très vigilantes sur la question. On poursuit toutes les tentatives qui consisteraient à utiliser
une pseudo-compensation carbone microéconomique pour ne pas faire l'effort de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est absolument indispensable. C'est un petit peu, si vous voulez, comme dans l'économie circulaire, lorsqu'on vous dit l'économie circulaire, ça consiste à recycler. Non, le recyclage, c'est bien, mais réduire les déchets que vous avez, c'est mieux. Vous voyez, bon, c'est pareil hein, sur la neutralité carbone. En gros, si vous regardez les scénarios qui sont faits, plus de 80% de la neutralité carbone, elle exige qu'on réduise massivement les émissions. Et si on ne le fait pas très vite, on ne sera jamais dans les clous, pas même je ne parle pas pour 2050, on ne sera jamais dans les clous de la neutralité carbone globale en 2070 pour limiter à 2 degrés, ou du moins avoir 2 chances sur 3 de limiter à 2 degrés. La deuxième jambe de la neutralité carbone, ça concerne justement la capacité du milieu naturel, peut-être amplifiée par quelques techniques, pour absorber et stocker le CO2 en fin de vie. Et là, cette question des puits de carbone, je ne rentre pas dans les détails, est à mes yeux souvent très mal posée, parce que soit elle est posée au plan microéconomique avec des compensations qui peuvent être un peu totalement irréalistes, on dit on va planter des forêts un peu n'importe où. Bon, moi j'étais coopérant en Algérie dans le secteur agricole et je voyais les consultants de la Banque mondiale qui venaient planter des arbres dans l'hôtel, et puis comme on s'occupait pas des pasteurs, 2 ans après les arbres ils étaient mangés par les animaux aussi. Mais le point important, c'est que cette capacité du milieu naturel à stocker le CO2 est fondamentalement déterminée par la richesse biologique et la richesse des écosystèmes. Écosystème marin, qui est le premier puits de carbone au monde, avec une biodiversité marine souterraine extrêmement importante pour absorber et faire descendre le carbone au fond de la mer. Et lorsque vous avez des forêts d'algues sous-marines, c'est comme les forêts en Amazonie ou à Fontainebleau, hein, ça stocke le CO2, mais ça le stocke sous l'eau. Mais je ne vais pas vous parler de l'océan, je vais vous parler évidemment du milieu terrestre, sur lequel à peu près un quart des émissions mondiales de gaz à effet de serre sont le résultat du mode d'occupation des sols, avec l'agriculture qui est la première source dans ces pratiques actuelles d'émissions de gaz à effet de serre hors CO2, que sont le méthane et le protoxyde d'azote, et avec le phénomène de déforestation tropicale qui est provoqué très massivement par une cause majoritaire qui est l'extension des terres agricoles pour produire soit des végétaux, soit des animaux au détriment de la forêt. Et puis, pour aggraver les choses, les modes de production agricole actuels, souvent, déstockent le CO2 du sol. Et donc, ce deuxième volet de la neutralité carbone, à mes yeux, met au premier chef l'accent sur la façon dont on s'occupe de ce que j'appelle le carbone vivant, hein, la transformation du carbone vivant dans les végétaux, dans les animaux, et l'activité agricole qui joue véritablement un rôle pivot, hein, puisque on ne va pas protéger la forêt en mettant des gardes forestiers autour de l'Amazonie ou du bassin du Congo, mais en changeant les pratiques agricoles qui, aujourd'hui, dans le cadre des conditions économiques et sociales actuelles, détruisent la forêt. Et à mes yeux, cette deuxième jambe de la neutralité carbone, le carbone vivant, on est beaucoup moins avancé que en matière de transition énergétique. On a beaucoup moins les outils, on a moins de métriques. Les métriques sont beaucoup plus compliquées à mettre en place. Les instruments économiques sont beaucoup plus compliqués à mettre en place, hein, sur la transition énergétique. Et vous mettez un bon prix du CO2 sur le coût des énergies fossiles, vous allez voir tout de suite la différence. Hein. L'agriculture et la forêt, ça marche pas comme ça. C'est beaucoup plus compliqué parce que c'est la multiplicité de l'interaction des êtres vivants. Et donc, je crois que si j'étais administrateur d'une grande société ou d'une petite société, du reste, hein, parce que pourquoi une grande société, les petites sociétés, c'est hyper important aussi, peut-être même plus hein, à terme que les grandes. Hein. Je regarderais aussi, pas uniquement la façon dont j'utilise les énergies fossiles et dont je peux au plus vite sortir de ces énergies fossiles, mais je regarderai aussi le rapport au milieu vivant, le rapport à la biodiversité, le rapport à l'agriculture, car ce deuxième maillon
de la neutralité carbone et, je crois, un maillon qui va prendre une importance croissante dans les années qui viennent. En conclusion, est-ce que je poserai juste une question? Est-ce que, pour reprendre un peu l'intitulé de votre session, est-ce que avec la science climatologique ici représentée par Christelle et je dirais l'analyse économique représentée par Christian, on fait de bons administrateurs pour bien gérer les risques climat. Je pense que il faut quand même aussi beaucoup d'autres choses et beaucoup d'autres parties prenantes autour de la table pour gérer correctement ce risque. Mais je pense que Antoine Denoy, qui est beaucoup plus averti que moi en la matière, va compléter le propos. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Christian, pour votre candidature. Justement, on va essayer de passer de la science à la macroéconomie, à la microéconomie avec Antoine. Antoine, l'idée, c'est de voir ensemble comment une entreprise donnée s'adapte à ce changement et à la vague qui arrive. Et pour ça, on va prendre l'exemple d'AXA, puisque vous êtes là. Vous êtes donc le patron d'AXA Climate, un assureur, évidemment, c'est en première ligne sur ces sujets-là. Comment est-ce qu'une entreprise de la taille d'AXA s'adapte aujourd'hui ? Alors c'est une excellente question, Antoine, et je note aussi le petit coup de pression de Christian sur ma prise de parole. Je vais essayer d'être utile aux administrateurs. Et pour vous être utile, en effet, ce que je me propose avec vous, Antoine, aujourd'hui, c'est de vous parler d'AXA et la façon dont AXA s'est elle-même adaptée à cette nouvelle donne climatique. Alors Antoine, le climat, ça impacte toute la chaîne de valeur dans l'assurance. Je pense que Christian y a fait référence. On a un acteur qui est vraiment au front en tant qu'assureur par rapport à ce challenge climatique. Et je pense qu'on peut tous se rappeler les mots d'Henri Decastre, notre patron d'alors, en 2015, lors de la COP21, qui avait dit, finalement, un monde à 4 degrés sera difficilement assurable. Voilà. Et ça, je pense que c'est une phrase très importante et qui montre l'engagement d'AXA et la prise en considération d'AXA de cette nouvelle donne. Alors, depuis des années, je ne vais pas faire la liste à la Prévert de l'ensemble de nos engagements, mais on peut dire qu'AXA a pris collectivement à bras-le-corps ce sujet, avec 3 mesures fortes, une sortie progressive du charbon pour l'ensemble de nos activités, en investissement et en assurance, un alignement de nos investissements sur les accords de Paris et les 1,5 degrés d'ici 2050, et le doublement de nos investissements verts en 2023. Puisque, Antoine, pour le rappeler, un assureur, c'est à la fois protéger le risque, mais c'est également un investisseur à l'actif de son bilan, et donc une capacité à bouger les lignes aussi en tant qu'assurance. Mais au-delà de l'enjeu global pour AXA, l'idée, c'est que je prenne la casquette qui est la mienne, c'est-à-dire de directeur général d'AXA Climate. Et puis AXA Climate s'est lancé en 2018 avec l'idée que, au-delà de l'investissement et des engagements que nous avons pris sur ces sujets, il fallait réinventer notre métier et nos produits même, nos produits d'assurance. Et c'est là où AXA a pris la décision de lancer cette entité AXA Climate, avec l'idée assez simple que AXA Climate a vocation à devenir un assureur climatique engagé. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un assureur climatique engagé, si on sort les grands mots? Alors, vous aurez noté le magnifique jeu de jambes que j'ai avec l'animateur. Antoine, c'est une très bonne question. Alors, un assureur climatique engagé, ça part d'une vision et puis d'une mission. La vision que nous avons chez AXA Climate, c'est que dans la prochaine décennie, dans la décennie dont on parle, la 2020-2030, seuls les acteurs véritablement engagés dans la transition durable seront assurables. Quelques raisons sur lesquelles je vous apporterai un peu de détails. Et par rapport à cette vision de la prochaine décennie, la mission que nous sommes fixés en tant qu'assureur climatique engagé, c'est finalement de réinventer notre métier d'assurance, sur l'ensemble de la chaîne de valeur, pour accompagner les acteurs qui s'engageaient dans ces transitions, pour être à leur côté. Et cette réinvention, elle peut paraître assez banale, elle est fondamentale puisqu'elle change un paradigme très puissant dans l'assurance. Et je vais vous en dire quelques mots, c'est fondamental. L'assurance, depuis des décennies, voire des siècles, depuis les premiers contrats d'assurance en Mésopotamie, il y a de cela beaucoup de temps, s'est toujours positionné par rapport à la cité et à l'économie dans un rôle historique de stabilisateur. Il fallait que la société puisse continuer à avancer avec une vraie mission de stabilisation. Le vrai changement de paradigme pour l'assurance, c'est finalement d'assumer une intention stratégique à son assurance. Et cette intention stratégique, elle devient très précise, c'est de mettre l'assurance au service de cette transition durable. Et c'est probablement la première fois, historiquement, que l'assurance comme ça endosse un vrai rôle stratégique, une vraie intention par rapport à la cité, à l'économie, à la société. Et cette intention, c'est la transition durable auquel ont fait référence Christian et Christelle. On voit la bascule de stabilisateur à catalyseur d'une transformation.
Mais ça change quoi au métier d'assureur? Parce que le métier, c'est quand même toujours de collecter des primes et de faire en sorte qu'on prévoit, non? Alors, notre métier restera de collecter des primes et de faire en sorte de protéger nos clients. Je vais essayer de vous convaincre qu'on va le faire de manière progressivement sur 2 dimensions importantes différemment. Les 2 transformations majeures pour l'assurance dans les prochaines années, qu'on a commencé à initier chez AXA via AXA Climate notamment, c'est d'abord de faire ce qu'on appelle de la transition by design. C'est-à-dire que tous nos produits de services, d'assistance, de prévention et d'assurance ont une intention stratégique qui est celle de la transition. Ça passe par 3 choses très concrètes. On va faire de plus en plus ce qu'on appelle de la discrimination positive. C'est-à-dire qu'on va sélectionner nos clients sur la base d'indicateurs ESG et pour s'assurer d'accompagner les acteurs les plus engagés, ceux qui font le plus d'efforts sur cette transition durable. Le deuxième mouvement, c'est qu'on va allouer nos capacités d'assurance, notre bilan, aux acteurs qui font des efforts et aux acteurs aussi qui mettent en œuvre des services de prévention. Et donc, on va avoir une capacité à allouer différemment nos capacités d'assurance. Et le dernier point dans nos produits d'assurance très concrets, c'est qu'on va avoir plus de scientifiques et probablement moins d'actuaires. Pourquoi? Parce que quand on doit prédire le risque, notamment climatique, on peut de moins en moins se reposer sur le passé. Et il nous faut de plus en plus raisonner en scénario, avoir une bonne compréhension scientifique. Et donc, c'est typiquement davantage des profils comme Christelle qui seront aux commandes de la prédiction de risque. Ça, c'est le premier pilier, Antoine, la transition by design. Et le second choc qui nous amène à transformer le modèle, c'est le satellite. Alors, je vais pas rentrer, c'est pas l'objet de la discussion de parler de technologie, mais il faut quand même comprendre qu'on vit une vraie rupture technologique avec l'utilisation de l'image satellite. Depuis le ciel, maintenant, à des résolutions de quelques centimètres, au bout de quelques secondes, on a une restitution de ce qui se passe sur la planète. Et ça nous amène à faire des choses assez formidables pour notre métier d'assurance. Ça nous permet de baisser les coûts, puisqu'on n'a plus besoin, de moins en moins, d'envoyer des gens sur le terrain pour vérifier quand des catastrophes arrivent, malheureusement. Donc on baisse finalement le coût de notre modèle opérationnel. Ça nous permet d'assurer de l'intangible, puisque maintenant on peut assurer une sécheresse qui touche le cours d'un fleuve d'eau qui sert à transporter des péniches. Comme on n'est plus obligé d'envoyer des gens sur le terrain, eh bien on peut assurer ce qu'on appelle de la perte non opérationnelle, donc de la perte financière, de cash flow pour les entreprises. Et surtout, c'est une formidable manière d'attirer des investisseurs à l'assurance, puisque comme, notamment avec l'assurance paramétrique, on déclenche ou on déclenche pas, tout est automatique lié à l'image satellite, eh bien ça baisse le coût du collatéral et ça amène beaucoup d'investisseurs, au-delà des fonds classiques de réassurance, à s'intéresser à notre métier et à nous apporter des capacités nécessaires à l'adaptation. Côté entreprise, du coup, on voit bien ce que ça vous apporte. Côté client, ça permet d'inventer quoi? Des nouveaux produits, des nouvelles manières de couvrir. On est un peu touché du doigt avec comment j'assure une sécheresse. Alors, ça nous permet de faire beaucoup de choses très intéressantes qui vont dans le sens de cette transition durable dont je vous parlais. Alors, quelques exemples, vraiment du coq à l'âne. Ça nous permet, pour le coup, pour l'agriculture, d'accompagner des acteurs, des coopératives qui baissent le niveau de chimie par hectare. Donc, qui baissent finalement, par exemple, les fongicides sur les grandes cultures. Un acteur qui se lance faire du bio, qui accepte de baisser et de changer ses pratiques, et bien souvent, il est plus impacté par le climat. Et donc, nous, en tant qu'assureurs engagés, on assure son rendement, on assure le rendement de ceux qui font l'effort de changer leurs pratiques agricoles. Sur un autre registre qui est le tremblement de terre, on a des grands programmes privés publics où on met nos assurances au service du paiement des populations vulnérables non assurées, notamment le cas du nord du Maroc sur le tremblement de terre. Lorsque le pays est impacté, on déclenche automatiquement des paiements. Pour le secteur financier, ce qu'on fait, Antoine, c'est qu'on donne une vision du risque à 2030-2050 pour des fonds d'infrastructure, des fonds de real estate, de manière à donner une envie supplémentaire à tous ces acteurs et tous ces investisseurs de mettre leurs billes sur des projets ESG et sur du real estate ESG qui en vaut la peine. On envoie des alertes CatNat pour limiter la business interruption. Donc, dans nos équipes, on a une équipe en 24/7 qui surveille la météo et qui fait des connexions, par exemple, entre la précipitation à venir dans une zone du monde et l'impact très concret pour un site industriel en termes de niveau d'eau si l'inondation se passe. Ça, c'est vraiment de l'alerting à impact et ça permet de sauver des vies et ça permet de limiter l'interruption business. On forme des employés, ça, et des collaborateurs, et ça, Antoine, puisque vous lidez cette activité, vous savez de quoi je retourne, c'est la Climate School. Et puis on fait des choses comme en effet couvrir des acteurs industriels impactés par des sécheresses, comme on a un très beau produit d'assurance qui déclenche automatiquement un paiement lors d'une baisse de niveau du Rhin enregistrée à Cologne, à tout centimètre en dessous d'un certain niveau, eh bien, on déclenche un paiement automatiquement. On est à peu près une centaine de collaborateurs, Antoine, et on a plusieurs lignes d'activité, le conseil, le training, le service et l'assurance, avec cette idée que pour bien faire notre métier de protection,
c'est toujours cette connexion à notre mission, eh bien il faut aller au-delà de simplement payer des sinistres. Il faut vraiment assumer un rôle de partenaire, dont la nécessité de lancer des nouvelles activités, comme nous le faisons depuis maintenant 3 ans. Merci beaucoup Antoine, on parle beaucoup de réinventer des business models, on voit comment ça se traduit concrètement dans le cas d'une entreprise comme AXA. J'avais une dernière question pour vous, on avait promis aux board members un peu de billes pour challenger le management. Si vous étiez board member demain, Antoine, c'est quoi les 3 questions sur lesquelles il faut pousser un peu dans leur retranchement, puisqu'on parlait de trancher, puisqu'on parlait d'aller sur le terrain, sur lesquelles il faut interroger le management. C'est quoi les 3 questions clés où vous auriez envie de les pousser un peu? Alors, je n'ai pas la chance, comme Christian, d'être un grand administrateur de nombreuses entreprises, comme il nous l'a dit. Blague à part, les 3 ruptures stratégiques auxquelles sont confrontées les directions générales, je vais essayer de les dessiner assez rapidement, et qui donneront lieu à 3 challenges pour les administrateurs vis-à-vis des directions générales. Le premier, c'est tout simplement que les administrateurs ont un rôle clé à jouer pour la transformation durable des entreprises, parce que typiquement, c'est une instance de temps long qui va être nécessaire, sur lequel il va être nécessaire de raisonner pour répondre aux challenges qu'on a décrits. La première rupture, c'est justement ce temps stratégique qui s'allonge. Généralement, les plans stratégiques des entreprises, c'est à 3-5 ans. Pour réaliser ce qu'on doit réaliser collectivement, il faut se fixer des objectifs à 2030, à 2050. Et donc, il faut d'une certaine façon, paradoxalement, en 2021, retrouver le goût de la planification. Et donc, la première question qu'un administrateur peut poser à sa direction générale, c'est quelle est votre vision de l'environnement de marché en 2030 ? Assumer vraiment de se projeter à 10 ans et de se dire ça ressemble à quoi l'environnement de marché en termes de clients, de régulation, d'investissement, en termes d'attente du marché. C'est une question fondamentale, il faut se projeter. La deuxième rupture fondamentale, c'est que l'espace de l'entreprise s'élargit. Réussir la transition durable dont on parlait Christian et Christelle, c'est pas raisonner sur son précaré d'entreprise, c'est intégrer les parties prenantes. C'est le fameux enjeu du scope 1, scope 2, scope 3 en termes de carbone. On peut pas raisonner sans intégrer des fournisseurs, des clients, l'utilisation de ces produits en bout de chaîne. Et donc, il faut avoir une vision élargie de l'entreprise. Et donc, la deuxième question qui peut être intéressante de poser à une direction générale, c'est quelles évolutions souhaitables vous mettez en place en termes de gouvernance pour réussir à mettre une harmonie entre l'ensemble de ces parties prenantes. Les clients, les actionnaires évidemment, les fournisseurs et l'ensemble des parties prenantes qui composent l'entreprise et qu'il est nécessaire de mettre en mouvement pour réussir cette transition durable. Et puis le troisième point, Antoine, la troisième rupture, et ça c'est fondamental, on le répétera jamais assez, c'est qu'il n'y a pas de free lunch. Pour caricaturer, probablement que les entreprises ont pu consommer des ressources naturelles, ont pu tirer parti de cette biodiversité, ce monde du vivant dont on parlait Christian, d'une manière assez gratuite ou quasi gratuite. Ce qui est fondamental, c'est que les impacts directs et indirects de l'entreprise sur la planète, désormais, se valorisent. Et donc les externalités négatives comme positives vont intégrer et intègrent déjà progressivement les systèmes de comptabilité. Et donc la question qui m'apparaît fondamentale à poser à une direction générale, c'est quelle est votre méthode de valorisation de l'ensemble de vos impacts directs et indirects? Comment vous réintégrez ces impacts directs et indirects au cœur du partage de valeur et au cœur de la comptabilité de l'entreprise? C'est une question qui m'apparaît fondamentale. Donc en résumé, pour moi, les administrateurs ont vraiment un rôle à jouer pour accompagner une direction générale, pour avoir la vision la plus large et la plus longue possible, car la situation collectivement, évidemment, le mérite. Merci Antoine. On pourra repartir avec une liste de questions. Alors, il nous reste 10 minutes, on a pas mal de questions. Il y en a une, je sais pas qui veut la prendre, sur le rapport entre climat et biodiversité. Et la perception un peu, peut-être par certains administrateurs, que ça fait des années qu'on leur demande de monter en compétence sur le climat. Et maintenant, il faut aussi comprendre la biodiversité et un peu ce qu'a dit Christian, que tout ça était évidemment très interconnecté, que plus on détruit de la biodiversité, plus on peut limiter les capacités des puits de carbone naturels à absorber du carbone. Comment on fait quand on est à la direction d'une boîte? On a l'impression qu'on commence à peine à maîtriser un problème et il y en a un deuxième qui arrive. C'est ça l'histoire? De manière très mal polie, Antoine, je me permettrai de dire quelques mots et de laisser la parole après à Christian et Christelle. Oui, la réponse, c'est qu'il faut apprendre. Il faut assumer le fait que le monde est complexe et qu'à partir du moment où on doit intégrer d'une certaine façon la matérialité du monde dans l'entreprise, la matérialité du monde, c'est beaucoup d'interconnexions, c'est beaucoup d'effets papillons et c'est pas des sujets comme ça qu'on prend les uns à côté des autres de manière indépendante. Et oui, il y a un sujet climatique, oui, il y a un sujet de biodiversité, oui, il y a un sujet de ressources naturelles et ces 3 éléments, il faut les prendre de front. Parce que sinon, on fait des erreurs. À trop optimiser
son combat contre le carbone, on risque d'avoir un impact négatif sur les terres, sur le sol. Et l'agriculture est exactement le bon exemple. L'agriculture, c'est une dimension de l'activité sur laquelle il faut agir collectivement, qui tient en complète interconnexion la biodiversité et le climat. Donc oui, il faut malheureusement se coller à cette complexité. Christelle, je crois que vous aviez un exemple d'ultra-localité avec les mangroves, non, dans l'exemple de comment la biodiversité nous aide dans la lutte contre le réchauffement climatique. Oui, c'est vrai, les mangroves, c'est d'abord un très bon puits de carbone. Et ensuite, ça a aussi un rôle qui diminue l'impact des inondations côtières. Ça freine l'impact de ces storm surge, ces inondations côtières. Et puis, c'est aussi un fabuleux endroit pour la biodiversité, pour qu'elle puisse se développer. Donc, ça abrite beaucoup d'espèces animales et végétales. Voilà. C'est vraiment un bel exemple de gagnant-gagnant réussite. Si on favorise le développement des mangroves, eh bien, on va aussi bénéficier nous-mêmes de cette action. On nous parle dans le chat des éoliennes comme à l'inverse, exemple de pas gagnant-gagnant. Christian, Antoine, je te demande de prêter attention aux différents participants et Christian voulait lever la main. Christian, vous êtes sur mute. Je voulais juste ajouter un mot sur la biodiversité pour compléter ce que disait Christelle. C'est que ce qui est vrai pour la mangrove est vrai pour les haies en Pays de Loire. C'est-à-dire que chaque fois que vous utilisez une infrastructure végétale, que vous mettez du couvert végétal, que vous mettez du vivant, à la place, par exemple, du béton, eh bien, vous avez un impact positif et c'est l'un des enjeux majeurs sur la transformation agricole qui est souvent très mal perçu par le public. Un des enjeux majeurs sur la transformation agricole, c'est de faire du sol agricole un puits de carbone. Et comment est-ce qu'on le fait? On le fait en arrêtant de labourer toujours plus profond le sol parce qu'on met des produits minéraux qui appauvrissent le sol. On le fait en reconstituant du couvert végétal, de l'agroforesterie. Faire des haies, c'est de l'agroforesterie. Je rappelle que juste en France, on a détruit la bagatelle de 1 million de kilomètres de haies au XXe siècle, si vous voulez. Donc, c'est très concret, c'est très important. Et je crois que ce lien entre climat, biodiversité, agriculture, il est majeur. C'est la deuxième jambe de la neutralité carbone. C'est probablement le domaine qui va être le plus important parce que on va sortir des fossiles du système énergétique. Et le rapport qui est sorti hier, auquel faisait allusion tout à l'heure l'administratrice de l'AIEUR, est une bonne illustration. Aujourd'hui, c'est une question de temps. On a à peu près toutes les technologies pour faire un système énergétique bas carbone. Reconstituer le patrimoine naturel de biodiversité dont on a besoin, ça, c'est vraiment, je crois, la question majeure de demain. Et elle est complètement à l'intersection du climat et de la biodiversité. On a plein de questions et notamment une, comment est-ce qu'une PME ETI peut évaluer le niveau de risque climatique de ses fournisseurs et de ses clients? Comment est-ce qu'on ne sert pas que les très grandes boîtes qui ont des conseils pléthoriques, qui peuvent investir? Antoine, est-ce que c'est pour vous? Alors oui, tout à fait. Très rapidement, parce qu'il y a quelques questions intéressantes. Donc là, il y a des outils qui existent, qui permettent de l'évaluer avec des outils accessibles, d'ailleurs quelquefois gratuits. Ce que je propose, Antoine, c'est qu'avec Christelle, on vous revienne avec la liste des outils que vous pouvez utiliser pour des PME ETI. Il y a une autre question qui me semble intéressante, qui est autour de l'agriculture et du côté 9 milliards de personnes d'ici 2050. C'est IEDA qui la pose. Comment est-ce qu'on va continuer l'agriculture intensive comme mode prédominant? Je pense que ça, c'est un vrai a priori. Et ce qui est très intéressant, c'est que pour bouger sur pour continuer à nourrir la planète et bouger sur ces sujets, la notion que l'administrateur doit prendre en compte dans sa relation avec la direction générale, c'est comment vous prenez en compte le changement des habitudes des clients. Et ça, c'est fondamental parce que ce qu'on voit dans ces dernières années, c'est évidemment un grand mouvement dans l'opinion publique et une évolution progressive des modes de consommation. Et donc, on pense très probablement la consommation de viande bovine va tomber dans certains pays en Europe, puisqu'on parle de l'Europe. Et donc, il faut absolument que la direction générale soit bien en connexion avec le changement des habitudes du client. Et là, ça nous ramène à nous en position de citoyen. On va changer, nos habitudes vont changer, nos goûts vont changer. Et ça, c'est à prendre en compte dans cette vision à 2030 que j'avais décrite avant. Et la question de Guillaume sur le gaz,
moi, en tout cas, là, ce que j'ai vraiment beaucoup appris de ces dernières années, c'est cette idée de ne pas choisir une solution aux dépens des autres. Il y a évidemment le méchant carbone, d'une certaine façon, qui est le plus émetteur, dont il faut se débarrasser assez radicalement. Mais quand on parle du nucléaire, du gaz, des énergies renouvelables, il n'y a pas une solution qui fait la solution. C'est vraiment on doit jouer de l'ensemble des cordes de notre arc pour arriver à réussir ce pari collectif de la neutralité carbone. Donc rien n'est à jeter. Je voudrais dire deux mots là-dessus. Je caricature un peu le propos. Je voudrais dire deux mots sur l'agriculture intensive. Ne confondez pas agriculture intensive et agriculture qui utilise des produits chimiques à outrance. La permaculture, l'agriculture biologique est souvent extrêmement intensive en travail et extrêmement intensive en production à l'hectare. Je trouve que le terme agriculture intensive est trompeur. Parce que si vous voulez nourrir 9 milliards de personnes, et si vous ne voulez pas détruire les forêts, il faut être productif à l'hectare. Et il faut un autre mode d'intensification agricole. C'est tout l'enjeu de la transition agroécologique, qui implique beaucoup de recherche en matière agronomique. Alors souvent les urbains qui connaissent pas l'agriculture ont une vision complètement fausse de l'agriculture, qui est de se dire l'agriculture bio, c'est un peu babacool. Non, c'est beaucoup plus technique, l'agriculture bio, que l'agriculture industrielle, où c'est la coopérative qui vous donne vos doses d'engrais à l'hectare. Moi, je pense qu'il faut faire attention aux mots, il faut changer les pratiques agricoles, mais il faut maintenir des systèmes agricoles intensifs à l'hectare pour nourrir 9 milliards d'habitants, sinon on va détruire les forêts. Sur le gaz, moi, je suis peut-être un peu radical, mais je pense que le gaz fossile, parce que attention, quand on parle de gaz, il faut voir si on parle de gaz fossile ou de gaz. Le gaz fossile, énergie de transition, le slogan des pétroliers, ça va bien. Ça va bien. Le rapport de l'AIE hier, enfin, le dit de façon explicite. Si on veut arriver à la neutralité carbone en 2050, il faut cesser d'investir dans l'exploration, production du gaz naturel. Point barre. Voilà, une belle conclusion. On peut pas s'arrêter là. Monica a réactivé sa caméra pour réagir après point barre et conclure, je crois. Pour saluer. Donc, je retiens 5 takeaways et j'ai réagi, disons, positivement sur cette conclusion un peu d'activiste. Donc, 5 takeaways pour moi. Retrouver le goût de la planification, intégrer les parties prenantes, valoriser les impacts sur le capital naturel au-delà des euros et connecter avec les clients. Pour nous, boards, certains boards sont plus infusionnels avec le management et d'autres moins. Personnellement, j'ai eu les deux. Je me suis aussi retrouvée dans des situations où la stratégie était adressée une fois par an avec un package tout prêt sur lequel juste mettre un tampon. Quand Antoine dit retrouver le goût de la planification, c'est d'avoir un plan, de le revisiter, de le challenger, d'analyser des scénarios qui sont puis après écartés. Et donc, c'est un travail tout le long de l'année. Sur lequel il faut vraiment qu'on s'y colle. Merci à tous. Donc, Chapter Zero France, cette session a été un peu plus pédagogique que d'autres. On en aura une sur le net zéro fin juin et une sur le decommissioning début juin. Donc, on vous attend pour les prochaines sessions et pour les administrateurs qui le souhaitent, participer aux sessions à huis clos qu'on organisera fin juin sur le Say on Climate. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Allez, au revoir, merci beaucoup.